Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la philosophe Monique Cantos-Perber, l'écrivain et metteur en scène Wajdi Mouawad, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, le directeur du think tank Terra Nova Thierry Pech. Au sommaire aujourd'hui, Trump au sommet du G7, un jeu à 6 contre 1, la note discordante de 3 économistes proches du pouvoir et loi fake news qui dira le vrai du faux. Beau, jeune, souriant, complice. C'est peu dire que le duo Emmanuel Macron-Justin Trudeau avait agacé en début de semaine Donald Trump. Le Premier ministre canadien et le président français, 2 jeunes freluquets réunis à Ottawa, accordant leur violon en amont du sommet du G7 au Québec pour faire front commun face à Washington, notamment dans la guerre commerciale ouverte avec les taxes sur l'acier et sur l'aluminium. Les tweets vengeurs du vieux lion ne s'étaient pas fait attendre. Merci de dire au Premier ministre Trudeau et au président Macron qu'eux aussi taxent massivement les États-Unis et créent des barrières non monétaires. Dans ce contexte, le sommet du G7 qui s'était ensuite tenu vendredi et samedi n'avait pas été comme autrefois cette instance informelle et sympathique entre principales puissances économiques et démocratiques, pareillement attachées au multilatéralisme et au libre-échange, et tout sourire généralement à la fin pour la photo finale. Après la publication d'un communiqué commun qui sauvait les apparences, Donald Trump, dans l'avion du retour, avait finalement décidé de ne pas soutenir le texte final. Bref, une nouvelle fois, une politique américaine du chaos permanent, des tweets, du chaud, du froid, et la confirmation d'un jeu qui se jouait désormais côté G7 à 6 contre 1, tandis que de l'autre côté du Pacifique, les chefs d'État russes, iraniens et chinois se retrouvaient pour la réunion annuelle de l'Organisation de coopération de Shanghai. Définitivement ce week-end, le monde ne tournait plus tout à fait comme avant. Ce coup de théâtre signé Donald Trump dans un tweet, et alors qu'il était déjà dans son avion, le président américain dénonce le communiqué commun signé quelques heures plus tôt au terme du G7 au Québec. Trump vexé par une phrase du Premier ministre canadien. En un seul tweet au ton rageur, Donald Trump fait s'écrouler tout l'édifice laborieusement construit au cours de ce G7. Depuis l'avion Air Force One qui le conduit à Singapour, il écrit « En raison des fausses déclarations de Justin Trudeau à sa conférence de presse et parce que le Canada impose des taxes massives sur nos agriculteurs, travailleurs et entreprises, j'ai demandé à nos représentants de retirer le soutien au communiqué. » Sylvie Kaufmann, au fond, est-ce que le mot « allié » a encore un sens pour Donald Trump ? Est-ce que le G7 a encore un sens ? Est-ce que l'ordre mondial a encore un sens pour Donald Trump ? Je crois que c'est vraiment la question qu'on peut se poser maintenant après, si on regarde derrière nous 18 mois de chaos surréaliste dans les relations internationales depuis l'entrée en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je crois que là, on a vraiment franchi un palier, un nouveau stade. On a eu l'illusion ou l'espoir de la première année de son mandat qui était... Bon, c'est un président populiste, iconoclaste, qui a des manières auxquelles nous n'avons pas été habitués jusqu'ici, mais qui a quand même des adultes autour de lui, comme c'était la grande expression de la première année, the adults in the room, qui étaient des gens de l'establishment républicain, qui avaient une expérience en politique étrangère et une connaissance du monde, vraiment, et de la tradition diplomatique américaine, et économique aussi, dans le domaine économique. Il y avait aussi des gens qui paraissaient plus rationnels que lui. Tous ces gens-là sont partis. Et donc, on est maintenant dans une phase où il est dans les mains, d'abord où il est de plus en plus livré à lui-même, et puis les gens qui sont autour de lui, soit se disputent, soit sont en tout cas des gens qui ne sont pas partisans de cet ordre libéral international, pour l'appeler ainsi schématiquement. Voilà. Et donc là, avec ce G7, on a un moment où s'est cristallisée, je crois, la volonté destructrice du président Donald Trump, cette volonté de détruire un ordre international établi en termes de sécurité, de diplomatie. Donc là, c'est les relations avec les alliés, en effet.
Et puis, enfin, ceux qu'il qu'on en pouvait reste. jusqu'ici considérer comme des alliés. Et puis aussi la volonté de détruire un ordre commercial mondial, un ordre économique mondial. Je crois qu'il est en train de lui tourner le dos et on y reviendra sans doute en détail parce que ça vaut la peine de s'y attarder. Et là, alors, est-ce que vous me demandez, est-ce que nous sommes encore des alliés ? Je crois qu'on ne peut pas tout d'un coup décider que nous ne sommes plus, que l'Occident n'existe. Je lis beaucoup de commentaires. Sur la fin de l'Occident. Voilà, la fin de l'Occident, la mort de. Voilà. Je crois qu'on a dit à juste titre, ce n'est plus le G7. Déjà avant qu'il commence, avant que cette réunion s'ouvre au Québec, ça n'est plus le G7, c'est le G6 plus 1, de l'expression d'ailleurs de Bruno Le Maire, qu'il a constaté à l'issue de la réunion préparatoire des ministres des Finances du G7. Je crois qu'on peut même dire G6 plus 0. Puisqu'il n'a pas signé le communiqué. Il n'a pas signé le communiqué. Et puis il l'a fait d'une manière vraiment en y adhérant dans un premier temps. Et puis, soi-disant blessé, vexé par les remarques de Justin Trudeau, depuis Air Force One, il envoie ce tweet qui dit non, finalement, je ne signerai pas. Ce Premier ministre canadien est faible et malhonnête. Voilà. Moi, j'avoue que depuis l'arrivée en fonction, l'entrée en fonction de Donald Trump, j'essaye de prendre du recul en permanence, j'essaye de penser contre moi, de me dire non, c'est pas vrai, il faut pas tomber dans la caricature à laquelle il faut dire il se prête merveilleusement bien. C'est un personnage de théâtre, de roman, je ne sais pas quoi, mais la réalité en réalité dépasse la fiction. Ne pas céder à l'hystérie non plus. Je crois que là, on est vraiment avec tout aussi froidement qu'on puisse regarder les choses, on est vraiment dans un moment de pivot, de tournant. On est passé à autre chose avec ce président des États-Unis et je crois que ça demande un réexamen de l'attitude des alliés, soi-disant, en tout cas de l'Europe comme telle. Des alliés et de leurs valeurs, Monique Cantos-Pérez. Est-ce que d'ailleurs le constat qu'on peut faire du week-end, c'est que la communauté de valeurs démocratiques n'a plus aucune importance pour Donald Trump. On va préciser qu'il a d'ailleurs regretté que la Russie ne fasse pas partie de cette réunion, de ces sommets du G7 qui s'appellerait alors G8. Est-ce que finalement pour lui compte encore toutes ces règles issues de l'après 1945, le multilatéralisme, le libre-échange, ou est-ce que réellement ne compte plus à ses yeux qu'uniquement la balance commerciale déficitaire de l'Amérique? C'est une question très intéressante. Il est vrai qu'avec Donald Trump, on a devant soi le plus extraordinaire briseur de tabous en matière diplomatique. Brise les tabous pour le langage. On entend aujourd'hui des expressions qu'on n'a jamais entendues, du genre « j'ai un bouton plus gros que le sien » ou alors « c'est un type bien » ou « il est malhonnête » pour parler du plus récent. Un autre champ lexical. Un tabou aussi en termes de réactivité. Et la diplomatie est prudente, elle prend son temps. Là, on réagit immédiatement avec ces tweets, ces rafales de tweets qui arrivent au beau milieu de la nuit. Et puis aussi en termes d'objectifs, parce qu'il est assez rare, enfin à l'époque moderne en tout cas, d'avoir une telle revendication de puissance. D'habitude, les stratégies de puissance sont très euphémisées. Ce n'est plus du tout le cas. Et j'ajouterais que la dernière singularité de cette politique internationale, c'est de n'être pas dirigée contre ses ennemis, mais contre ses alliés. Alors ça aussi, c'est quand même relativement surprenant, contre ses alliés et contre les institutions du multilatéralisme qui ont été le premier outil de la puissance américaine, de sa capacité de projection sur la scène internationale qui lui ont permis de construire un réseau d'influence très important. Alors, je pense que, en effet, nous ne vivons pas dans un monde d'anges, et le multilatéralisme, l'universalisation des normes peut aussi servir une politique de puissance. Mais la question posée, avec un peu de recul, une des questions posées serait la suivante. Qu'est-ce que signifie être fort aujourd'hui ou affirmer sa puissance sur la scène internationale? Et qu'est-ce que signifie avoir des alliés? Et d'une certaine manière, Trump crée les conditions où ces conditions méritent des réponses nouvelles. Alors, Obama avait considéré d'une certaine manière que être fort, c'est créer des alliances et prendre le leadership de ces alliances, ce que la puissance des États-Unis, évidemment, rend tout à fait naturel. C'est ce qu'il avait fait avec le traité transpacifique, par exemple, ou avec d'autres initiatives qu'il a prises, où il affirmait le rôle des États-Unis dans cette partie du monde. Trump s'en est écarté. Et à la place, il définit la puissance comme une volonté de négociation bilatérale
en essayant de gagner à chaque fois le plus possible. Et comme l'Amérique est la plus puissante, évidemment, il y a toute raison de penser qu'au cas par cas, ça va marcher. Donc, quelles sont les conséquences de cela, puisque c'est la question que vous me posez? Eh bien, d'abord, on a remplacé l'accord par le deal. Le deal, c'est-à-dire, la comparaison a été faite et je me permettrai de la restituer. Pour Donald Trump, un bon deal, c'est un deal où celui qui est en face part avec l'air mécontent et fâché. Parce que s'il a l'air content, c'est qu'on aurait pu gagner davantage soi-même. Et on est de ce fait plongé dans des scènes de télé-réalité. Au fond, c'est la dramaturgie qu'il connaît. La télé-réalité, ça veut dire, d'abord, il y a un gagnant et un perdant. Les applaudissements le montrent. Il y a des retournements incessants, comme le dernier tweet dans l'avion. Il y a un turnover d'acteurs continu. Là, on a changé plusieurs fois, 2 fois de secrétaire d'État et aussi de conseiller à la sécurité. Il y a des surprises tout le temps. Et au fond, c'est dans ce monde qu'on est plongé. C'est celui où exulte Donald Trump. Donc, de conséquence, on change de concept quant à ce qu'est un accord. Là, on va avoir des transactions compétitives, ce qui donnera des leçons aussi aux alliés qui vont chercher à maximiser, qui ne seront plus des alliés, et qui vont maximiser leur quart dans d'autres endroits du monde. Et puis surtout, à la différence de Bush qui disait « tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi », Donald Trump dit « je fais ami, mais un par un et pas tous ensemble ». Et ce qui va se passer, c'est que l'évolution va être très rapide de l'Amérique d'abord, America First, l'Amérique toute seule, America Alone. Et voilà, l'Amérique à la tête, l'Amérique d'abord et ensuite l'Amérique toute seule. Alors, et ce ne sera pas très avantageux pour les États-Unis eux-mêmes. Alors justement, avant de préciser ce que vous appelez cette transformation où l'on en vient désormais au deal, à ces deals que Donald Trump en effet veut instaurer, c'est finalement ses relations en B2B avec ses partenaires. J'aimerais bien avoir la réaction de Wajdi Mouawad sur ce que vous nous avez très bien résumé, Monique Cantos-Perber, sur ce goût du président américain pour la télé-réalité ou pour la péripétie ou les péripéties. Comment est-ce que vous les regardez en tant que metteur en scène, ces péripéties trumpiennes, Wajdi Mouawad? Je les regarde avant. Je pense... Depuis les élections, en fait, parce qu'il n'a pas changé depuis les élections, c'est-à-dire exactement comme vous dites, l'éclatement des tabous, ça a commencé dès sa première intervention, lorsqu'il a déclaré qu'il allait être président. Il voulait en tout cas s'engager dans les élections, et ensuite toute la campagne pour choisir le candidat républicain, et puis ensuite, enfin, tout, depuis, il n'a pas changé. On ne peut pas dire on ne peut pas lui reprocher de ne pas être cohérent. Il est totalement cohérent avec lui-même. Et donc... Est-ce que vous avez le sentiment que ça va de plus en plus loin? Est-ce que ce sommet du G7 est une sorte d'acmé? Oui, bien sûr. Bah oui. Enfin, l'acmé avec Trump, on ne sait jamais totalement où elle est. Oui, tout à fait. On est dans le monde du divertissement perpétuel. C'est-à-dire, on est vraiment dans le divertissement. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, enfin, personnellement, c'est qu'il me renvoie complètement au personnage de Macbeth dans Shakespeare. C'est que Macbeth est ce personnage qui va donc prendre le pouvoir, mais après un assassinat, il assassine le roi, mais sur son chemin, il rencontre 3 sorcières qui lui prédisent qu'il va devenir roi, mais qui ensuite lui prédisent une chute, et une chute particulière. Elles lui disent « le signe sera simple, lorsque tu verras la forêt avancer, tu seras perdu et tu seras seul ». Et il y a quelque chose, je pense, exactement comme vous avez dit, c'est-à-dire dans ce déplacement de l'Amérique d'abord, ensuite l'Amérique tout seul, qui me fait véritablement penser à ce personnage shakespearien. Sauf que il y a là, parce que la question que je me pose, c'est d'accord, mais alors qui sont les sorcières dans cette affaire? Et c'est là où je trouve que, à l'époque de Macbeth, il a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir judiciaire, il a le pouvoir légal, il règne sur tout, il déclare qui va être exécuté, pourquoi, enfin, il émet les lois, il les exécute. Et c'est là où la justice apparaît comme une chose véritablement, enfin une notion véritablement importante, le fait qu'elle soit peut-être la dernière chose qui soit complètement indépendante à Donald Trump. Pour moi, ça c'est véritablement quelque chose de très puissant dans ce qui se joue en ce moment. La justice est le dernier rempart le dernier rempart qui peut protéger une démocratie de la plus grande puissance mondiale. Et ça, de voir comment
Là où Macbeth, lui, n'avait aucun recours, aucune barrière qui pouvait qui va le mener jusqu'à sa disparition. Là, la justice a un rôle vraiment très important. Alors, c'est une question que l'on peut vous poser, Thierry Pêche. En effet, quel recours face aux conséquences de ce G20 ? Lorsqu'on entend, par exemple... G7, pardon, alors excusez-moi, lorsqu'on entend le duo Macron-Trudeau affirmer qu'ils vont pouvoir allumer des contre-feux, lorsqu'on entend les Européens dire qu'ils vont pouvoir faire quelque chose pour sauver l'accord iranien, lorsqu'on entend Emmanuel Macron expliquer qu'on peut encore faire quelque chose pour le climat, même sans les États-Unis, est-ce qu'en effet les recours, comme dit Wajdi Mouawad, existent encore dans ce monde-là ? Il faut serrer les rangs, ça c'est sûr. Et des recours sur certains sujets, il en existe naturellement. Avant de revenir à un sujet qui mérite d'être évoqué un peu plus longuement sur la guerre commerciale, sur le climat, il y a aux États-Unis des gens, des villes qui veulent rester dans l'accord de Paris. Steel In, l'opération Steel In en particulier. Et ces gens ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir sur leur quotidien, ils ont du pouvoir sur leurs compatriotes aussi. Donc tout n'est pas perdu. Sur l'accord iranien, un des grands problèmes que pose l'accord iranien, c'est ce qu'on appelle les sanctions extraterritoriales des États-Unis, c'est-à-dire leur capacité à sanctionner des entreprises, y compris non américaines, qui iraient travailler avec les Iraniens. La Commission européenne travaille sur un texte qui permettrait de protéger ces entreprises. Il faut aller plus loin, il faut le faire. Donc, ne nous mettons pas en tête que, en dehors de l'Amérique, point de salut, ça n'est pas vrai. L'Amérique sera seule et elle paiera le fait d'être seule. Sur la guerre commerciale, alors on a tous en tête des comparaisons. Ce qui est très compliqué dans cette affaire, si vous voulez, c'est que vous nous posez des questions subtiles sur un personnage qui est bête. C'est difficile de dire des choses intelligentes sur un personnage qui est bête et ombrageux, si vous voulez. Je suis pas sûr qu'il soit bête. Moi, je pense... Non, alors je pense qu'on lui... Non, mais justement... C'est une question qu'on s'est posée plusieurs fois dans cette émission. Est-ce qu'il y a une cohérence ? Est-ce qu'il y a une logique ? Ou est-ce qu'il y a juste une folie ? C'est une question capitale. Il est cohérent avec son programme, il fait tout ce qu'il a dit, ça c'est sûr. Mais il est tout sauf rationnel. Prenez la guerre commerciale. La guerre commerciale. Dire je vais mettre 20% de droits de douane, 25% de droits de douane sur l'acier européen et les autres aciers. Très bien. Il y a aujourd'hui aux États-Unis plus de manucures que d'ouvriers de la sidérurgie. D'accord ? C'est Larry Summers qui rappelait ça. Et il y a en revanche aux États-Unis des entreprises qui consomment de l'acier qui emploient, elles, 50 fois plus que la sidérurgie américaine. Donc tout ça est absurde. C'est les Américains qui vont payer ça. Les premiers à payer cette absurdité, ce sont les Américains, et je dirais même, ce sont les ouvriers de la sidérurgie américaine. Donc, ça n'a aucun sens. Quels sont les buts de guerre ? Guerre commerciale, quel but de guerre ? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut réduire les déficits bilatéraux, les déficits multilatéraux ? Est-ce qu'on veut protéger des secteurs stratégiques ? L'administration américaine est complètement divisée sur ce sujet. On ne sait pas où ils vont. Certains pensent savoir quand même, par exemple, Sylvie Kaufmann, lorsqu'on lit ce qu'écrit Alain Frachon cette semaine dans Le Monde, qui dit que finalement, ce que Donald Trump veut réinventer, c'est une sorte de Comecon, vous savez, cette organisation qui régissait de façon autoritaire les échanges entre les pays du bloc soviétique. Il veut revenir au B2B, il veut instaurer des relations bilatérales avec ses partenaires, avec l'Allemagne notamment, qu'il menace désormais sur les automobiles allemandes. Est-ce qu'il y a un plan Trump après cette étape de faire exploser le G7 ? Non, c'est une très bonne question. Je crois que le Comecon, même s'il fait rêver mon excellent collègue et ami Alain Frachon, est beaucoup trop structuré pour Donald Trump. On ne voit pas du tout ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est incapable de penser... on ne voit pas. On voit qu'il veut l'Amérique d'abord, ça c'est clair. Mais le cadre multilatéral est visiblement quelque chose qui lui fait horreur, qui n'est pas dans son schéma mental, si je peux dire. Je me souviens avoir demandé juste au moment où il entrait en fonction à un de ses conseillers, Anthony Scaramucci, pourquoi il s'en prenait déjà à l'Europe. Je comprends qu'il ait des problèmes à régler avec l'OTAN, puisque les États-Unis sont membres de l'OTAN, mais pourquoi critiquer l'Union européenne à ce point, puisque vous n'êtes pas dedans ? Et alors, il m'a expliqué que Donald Trump avait un vrai problème avec l'Union européenne, parce que chaque fois qu'il avait voulu négocier des choses, cette structure collective, et puis alors ce cadre, ce modèle social de l'Europe le gênait beaucoup aussi.
aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose, on a l'impression que c'est épidermique chez lui. Il ne supporte pas la contrainte. Il n'aime pas l'Europe. Alors, est-ce qu'il veut, pour répondre à votre question, est-ce qu'il veut construire quelque chose ? Je ne vois pas ce qu'il veut construire comme Cette proposition qu'il a faite pendant le G7, par exemple, de créer un espace de libre-échange entre membres du G7. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Là, Thierry dit qu'il est bête. Moi, je dis il est surtout incompétent. On voit qu'il n'a rien compris à ce que c'est que le commerce international. Expliquez pourquoi c'est absurde, Thierry Pech, et puis ensuite Monique Campos-Perber. Il propose exactement le contraire de ce qu'il est en train de faire sur tous les dossiers. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui ne comprend pas le sens des mots qu'il utilise. Voilà. Un espace de libre-échange G7, c'est-à-dire essayer de faire l'Union européenne avec le Japon, les États-Unis et le Canada. Grosso modo, c'est ça. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Donc ça veut dire plus aucune taxe, plus aucune barrière commerciale pour les gens. Et aucune subvention. Par exemple, les agriculteurs du Midwest qui sont toujours d'accord pour pouvoir exporter leurs produits, mais qui souhaitent des barrières tarifaires sur les importations de produits concurrentiels, je veux dire, ils ne souhaitent pas du tout un espace de libre-échange G7. Bon, non, tout ça est absurde, je vous assure. Je veux dire, on cherche, on ne trouve pas. Il faut laisser sa place à la bêtise dans l'explication de l'histoire. C'est très important. Aaron disait ça, et je crois que c'est très important. N'essayons pas d'être trop intelligents. Je veux dire, on risque de se tromper. Non, je suis très sérieux. Est-ce que ça l'intéresse, au fond ? Est-ce que c'est ça un peu la question aussi ? Est-ce qu'il est intéressé par ça ? De comprendre ça, parce que en effet, est-ce que ça ne l'ennuie pas, tout ça ? Est-ce qu'il n'est pas... Oui. Oui, il y a une chose, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, et notamment dans le vocabulaire qu'il utilise. Nous, ça nous paraît grossier, primaire, brutal. Bon. Je crois que ce n'est pas tellement à nous qu'il s'adresse quand il fait ses tweets, ses déclarations dans ses conférences. C'est à son électorat. Et donc, c'est ça l'intéresse. Et il y a les élections de mi-mandat en novembre. Voilà, il a déjà ça dans son... Ça et la balance commerciale déficitaire de l'Amérique, et parce alors, qu'il est un homme d'affaires. Il a fait sa campagne sur cette balance commerciale déficitaire. Évidemment, il ne va jamais expliquer à ses électeurs, peut-être parce qu'il ne le sait pas lui-même, que la balance commerciale ne dépend pas uniquement des droits de douane, mais aussi de la manière, le fait que les Américains n'épargnent pas et consomment toujours plus, ça les entraîne à importer, parce qu'ils consomment beaucoup plus qu'ils ne produisent. Donc forcément, la balance commerciale, elle va être déficitaire. Et ça n'a pas que des inconvénients pour les États-Unis. Mais ça, c'est beaucoup trop sophistiqué, subtil peut-être. Monique Campos-Perber. Élément de conclusion pour cette première partie. Il ne faut jamais sous-estimer celui qui est en face de soi. C'est évidemment un homme très intelligent, Donald Trump. Il ne serait pas arrivé là où il est s'il n'avait pas fait preuve d'intelligence. Simplement, il a une intelligence que j'appellerais modulaire. Il est extrêmement fort pour maximiser les avantages dans une situation avec des informations limitées. Il est difficile dans ce type de situation quand même de ne pas lui reconnaître un certain savoir-faire. En revanche, il aurait dû faire une thèse et avoir un peu d'expérience de recherche. Il n'a aucun sens de la complexité, c'est-à-dire du fait que agir quelque part dans un monde aussi interdépendant et une économie très complexe comme celle d'aujourd'hui, agir quelque part provoque des effets d'un autre côté, là où on ne les avait pas prévus, des procédures d'évitement des personnes, des institutions, des entités étatiques. Tout cela, il ignore. Il ignore aussi que les normes, ça fait gagner du temps et ça rend plus efficace parce que ça maximise la réputation, ça crée un environnement sûr, ça permet aux uns et aux autres de nourrir des anticipations. Donc c'est une intelligence qui ignore une partie de l'expérience humaine et puis en plus, il a une conception du commerce extérieur et de la richesse d'une nation très, très ancienne, complètement mercantiliste. Il semble ignorer que les exportations, enfin l'ouverture des marchés a aussi des bénéfices internes en termes d'incitation à une productivité accrue à l'intérieur des États concernés. Donc c'est ce défaut de complexité qui est le plus troublant aujourd'hui. Sylvie Kaufmann, la conclusion sur cette première partie. Je regrette, ce qu'on peut regretter dans tous ces excès, ce délire verbal et gestuel et diplomatique, c'est que du coup, il cache les vrais problèmes. Parce que s'il a, comme Monique dit, il est intelligent, bien sûr, moi aussi, je pense qu'il a son intelligence. Et surtout, s'il est là, ça n'est pas par hasard. Il s'est passé des choses. Et si on a ce problème aussi en Europe du populisme, ça n'est pas par hasard. Et donc, il masque
tout ça, il nous empêche, je crois, de regarder tout ça en face. Et puis, il pose aussi des questions, comme, c'était de la provocation, d'une certaine manière, de dire, avant d'arriver, avant de partir, il faut remettre la Russie dans le G7. Évidemment, le Premier ministre italien a embrayé tout de suite. Donc là, il mettait le doigt où ça fait mal. Il voulait créer à nouveau, il essayait de diviser les Européens. Il n'y est pas arrivé finalement. Mais il pose des tas de questions auxquelles il va falloir que nous répondions. Allez, Thierry Pech. Il faudrait que Donald Trump suive les cours de Sylvie Kaufmann et Monique Cantos-Ferber pour qu'on ait un petit espoir d'éclaircie. Organisons un summer camp pour la seule Donald façon Trump de rationaliser Trump, c'est de le considérer comme un personnage intransitif. Il ne cherche rien en avant de lui, il veut juste poser sa puissance, exister et montrer aux Américains qu'il existe. Moi, j'avais une phrase de Shakespeare en tête, je le disais tout à l'heure, c'est pas Macbeth, c'est Richard III. J'ai bien l'intention de démontrer que je suis méchant. Merci beaucoup Thierry Pech. Retour en France à présent. À son retour du G7, le président Macron trouvera sur son bureau une note discordante. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. À la une du journal Le Monde, une note qui, nous jurait-on, avait vocation au départ à demeurer secrète, confidentielle, rédigée à l'attention exclusive du président de la République et signée par 3 économistes réputés qui n'avaient pas ménagé leur peine pour nourrir le programme du candidat Macron, Philippe Aghion, Philippe Martin et Jean Pisani-Ferry. Une note pour alerter leur ami, le président, sur une politique trop indifférente à la question sociale, qui perdrait de vue l'ambition émancipatrice du macronisme originel, la lutte contre les inégalités, qui aurait pris la voie libérale anglo-saxonne quand il s'agissait à l'origine de prendre le chemin scandinave. Bref, comme un déséquilibre à droite. Sylvie Kaufmann, comment cette note s'est retrouvée dans vos colonnes, les colonnes du journal Le Monde? Ça, je ne le dirai pas. Quel dommage. Mais elle répond à une vraie préoccupation qui a été beaucoup exprimée ces derniers temps et sur l'orientation économique et politique du début du quinquennat de Macron, puisque il a dit qu'il voulait libérer pour protéger. C'est les deux composantes, d'une certaine manière, de son en même temps. Et pour l'instant, dans la perception qu'ont les gens, visiblement, la dimension libérée, l'économie et restaurer la compétitivité des entreprises l'emporte largement sur protéger les citoyens et les Français. Donc, les gens ne voient pas arriver la redistribution. Enfin bon, c'est une préoccupation qu'on entend beaucoup dans le discours politique, notamment de gens comme ces économistes qui ont contribué très fortement à formuler le programme économique du candidat Macron et qui le rappellent à l'ordre. Et je crois que c'est tout à fait bienvenu. Et si je me souviens bien, voilà. C'est pas la première fois. Non, voilà qui nous rappelle ce texte de janvier que vous aviez signé, Thierry Pech, déjà avec Jean Pisani-Ferry pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement. Ça veut dire que les fidèles historiques du macronisme, des origines, sont de plus en plus déçus par le macronisme au pouvoir. Et encore une fois, je repose ma question en espérant avoir une réponse. Comment cette note se retrouve dans un journal ? Alors, d'abord, je ne vais pas parler pour mes camarades. Ils sont assez grands pour s'exprimer eux-mêmes. Quand ils ont quelque chose à dire, en général, ils le disent. Et je n'ai pas d'informations sur les secrets industriels du monde, comment on se procure une note et qui la donne, etc. Donc je n'ai pas de réponse à votre question. En revanche, je pense que ce texte a un intérêt. D'abord, je le trouve, je l'ai lu, je le trouve très pertinent. Je discuterai certains points, mais c'est pas le lieu. Mais je le trouve très pertinent. Et surtout, je pense qu'il pointe un problème qui n'est pas est-ce que le président est trop à droite, trop à gauche. C'est est-ce qu'il peut tenir sa promesse en continuant comme ça. C'est-à-dire, sa promesse, c'était d'être une troisième voie, d'une certaine façon, au-dessus, au-delà du clivage traditionnel. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais c'était ça sa promesse. Et c'est de ça qu'il dévie. C'est-à-dire que la question qui lui est posée, c'est « Voulez-vous être seulement, dans un an ou deux, une espèce de réplique tardive de Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire le centre-droite français traditionnel, le centre français est à droite, c'est connu, c'est comme ça. Bon. Ou est-ce que vous voulez être ce personnage différent que les Français ont choisi pour chef de l'État. C'est-à-dire, c'est cette promesse-là qui est en jeu. C'est pas un quart de degré en plus à gauche, à droite, plus de social. C'est pas une espèce de recette de cuisine, si vous voulez. On a besoin d'un dépassement dans ce pays, au moins provisoirement,
pour réaliser un certain nombre de choses. Est-ce que vous êtes l'homme de ce dépassement ou pas ? Profondément, c'est ça la question qui est posée. Et je pense qu'il est temps de la poser parce qu'il y a des irréversibilités dans la vie politique. Et je crains qu'il y en ait déjà une ou deux qui aient été posées au cours de cette année. Vous y aviez cru, vous, Wajdi Mouawad, à ce dépassement ? J'y ai pas cru, mais je trouvais beau l'idée d'une utopie, même si le mot n'a pas été prononcé. Je trouvais beau l'idée de dire prenons acte du fait que nous vivons une époque correspondance. Ce que je veux dire par une époque correspondance, c'est comme si, vous voyez, quand vous êtes sur le quai 3 et vous voulez prendre la ligne 9, vous faites une correspondance. Et pendant les corridors, c'est une période de votre vie, vous êtes dans le corridor. Vous n'êtes pas encore sur le quai 3, vous n'êtes pas sur le quai 9. Donc, mais vous changez de direction, hein, vous allez changer de direction. Mais il y a une période de correspondance. Et je trouvais beau cette idée que nous sommes dans une époque de correspondance. Nous sommes pour reprendre le mot de Peter Handke, que Alain Françon m'a dit il n'y a pas très longtemps, dans un intermédiaire. Notre époque est une époque intermédiaire. Et l'intermédiaire est dangereux parce que c'est dans l'intermédiaire que naissent les monstres, en général. Eh bien, je trouvais beau qu'il y ait cette idée d'utopie, aussi pour la jeunesse qu'il pouvait y avoir, l'espoir que ça pouvait représenter pour une jeunesse de dire nous n'allons pas reproduire ce qu'il y avait avant, regardez, je ne suis pas de cette génération et je vais apporter, donc oui, et je trouve exactement, Thierry, ce que vous dites sur l'idée de promesse, quelque chose que je trouvais beau. Je ne peux pas dire que j'y ai cru, mais justement, ce n'est pas fait pour qu'on y croit, c'est fait pour espérer, pour se dire ah très bien, il a l'air de vouloir, et c'est beau, allons-y. Et voilà, et là, c'est vrai qu'il y a un choc, c'est-à-dire un choc important, c'est de se dire, ah mais peut-être que, c'est pas qu'il a menti, mais que peut-être qu'il n'a peut-être pas pris la mesure de ce que ça demande une utopie. Et ce que ça demande une utopie, c'est d'aller contre le peuple. Ça demande d'aller contre son peuple. Son peuple, c'est quoi ? C'est le monde c'est le monde libéral. Je ne parle pas du peuple des gens. C'est d'aller contre, c'est d'aller pour le perdant. C'est qu'au lieu de, par exemple, à Clairefontaine, dire une compétition, c'est fait pour gagner, c'est dire, écoutez, j'aimerais quand même m'intéresser aux perdants. Il y a peut-être une façon de gagner aussi qui consiste à perdre. C'est ça aussi une utopie. C'est ça aussi qu'on attend d'un homme politique. C'est de nous apprendre à perdre et comprendre que dans la perte, il y a un gain. Il y a une façon de gagner. C'est ça Don Quichotte. Don Quichotte est un homme qui découvre qu'il y a dans la défaite quelque chose que aucun victorieux ne pourra jamais toucher, qui est une forme de liberté aussi. Et c'est ça qui ne peut pas, enfin, tout à coup, parce que ça demande un courage, aller là. Et tout à coup, c'est cette interrogation de ce courage-là qui, moi, me questionne. Thierry Pech nous disait à l'instant qu'il pouvait y avoir un moment irréversible dans ce quinquennat et qu'il ne fallait pas que ce président-là perde trop de temps avant de revenir ou pas à la promesse originelle. Monique Cantos-Perber, est-ce que vous pensez possible qu'il y ait eu comme ça cet acte 1 d'un quinquennat qui penche plutôt vers la droite et qu'il y ait ensuite un acte 2 qui soit vaguement différent ? Puisque l'origine de notre discussion est la publication de cette note, je voudrais d'abord rappeler ma gêne à la commenter. C'était une note privée qui, à ma connaissance, a été diffusée contre la volonté, à l'insu en tout cas, sans que les auteurs en aient eu connaissance. Elle s'inscrivait dans un échange marqué par la liberté des propositions, des réfutations, des suggestions des uns et des autres. Et elle n'avait aucune raison d'être en l'état publiée. Comment est-ce qu'elle peut être publiée si les auteurs étaient contre ? Ça semble quand même étrange. Une fois publiée, elle est interprétée de manière littérale. Alors, elle n'était pas écrite avec cette intention. Elle est interprétée comme envoyer un message, une alerte, un rappel à l'ordre. Vous avez utilisé cette expression tout à l'heure, ce qui n'était aucunement dans l'esprit de ces auteurs. Donc, attachée à la défense de la vie privée et de la responsabilisation des auteurs sur leurs propos, moi, je n'aimerais pas que les notes de recherche que j'envoie aux uns et aux autres soient publiées dans la presse. Et donc, je tiens à exprimer ma désapprobation et ma sympathie à la fois pour les auteurs qui ont vu leurs propos publiés et bénéficiaires d'une diffusion extraordinaire dans un contexte qui n'est pas celui pour lequel ils ont été écrits, mais également pour le destinataire qui se trouve dans la position fort inconfortable d'une personne à qui on fait la leçon. Alors, je laisse de côté la note, et puisque vous parlez d'un an après Macron, après de présidence de ce nouveau monde et de ce nouveau style,
Que sur la pourrais-je nécessité d'un vous en dire rééquilibrage social. C'est de J'ai eu ça dont parle l'occasion la note. de m'exprimer en plusieurs circonstances à ce sujet. J'ai de fortes réserves à l'égard de ce qui se passe. Mon ambition est une ambition que je continue à appeler libérale quand même, mais qui se soucie d'abord de la liberté des plus démunis et de tous les moyens, atouts, environnement institutionnel, construction des mains publiques qui permet de leur donner de véritables moyens de promotion individuelle et d'émancipation. Et je considère que même si je reconnais ici et là quelques mots qui me sont chers et quelques expressions qui semblent aller dans ce sens, ce que je vois aujourd'hui mis en œuvre ne s'y rattache pas, ni dans les réalisations, ni dans l'aspiration générale. J'ajouterai que ce qui me soucie beaucoup également, c'est pas du tout le sujet que vous nous posez, c'est la pratique de gouvernement et l'exercice du pouvoir. Là encore, en tant que libéral, je suis extrêmement attachée au contre-pouvoir, à l'autorestriction du pouvoir, au fait qu'il ne se fixe que des buts limités qui puissent être évalués publiquement par le peuple et par la démocratie. La note évoque le sujet des corps intermédiaires. Et je suis extrêmement soucieuse de ce frayage qui est en train de s'installer, semble-t-il, devant le contentement de tout le monde, qui enfin voit un gouvernement efficace et qui prend les affaires à bras-le-corps et qui peu à peu créera le précédent d'un type de gouvernement qui m'inquiète au plus haut point. Sylvie Kaufmann, vous vouliez Je réagir. voulais juste répondre à la sentais gêne de Monique. Cette note, évidemment, ne révèle aucun secret d'État. Je trouve qu'elle apporte une contribution utile au débat public. C'est un débat, comme je l'ai dit, qu'on a depuis quelque temps. Ce sont des économistes, par ailleurs, qui s'expriment régulièrement dans la presse, y compris dans le monde, et qui disent ouvertement, qui ont exprimé cette préoccupation très ouvertement ces derniers temps. Il me semble bien qu'il y a un an, Philippe Aghion avait publié dans Le Monde une tribune avec, je crois, Gilbert Sett et Elie Cohen, qui aussi demandait, alors elle n'était pas confidentielle, c'est une tribune qui se voulait justement publique, et qui aussi demandait à Emmanuel Macron de rectifier le tir. C'était au début de son mandat, il avait décidé de reporter, je crois, la réforme fiscale, notamment la suppression de l'ISF sur le patrimoine mobilier. Et ces économistes lui disaient, s'il vous plaît, ne retardez pas, allez-y, il ne faut pas perdre de temps. Et c'est ce qu'il a fait finalement. Et là, juste pour terminer, cette note, c'est Emmanuel Macron qui l'a demandé. Oui. Voilà, et ça c'est très intéressant, c'est sa démarche. Mais oui, absolument. Pardonnez-moi, pourquoi donne-t-on plus d'audience à une note confidentielle qui se retrouve publique qu'à un article public où les mêmes thèses étaient exprimées et auquel on n'accorde pas le même poids? C'est plus croustillant quand ce sont des amis et que ce sont des confidences soutirées. Je refuse totalement ce type d'évaluation. C'est pas une question de croustillant. Je crois que, d'ailleurs, je ne suis pas sûre que ça soit très croustillant. Mais non, je crois que c'est vraiment, on est en plein dans ce débat important politiquement et économiquement à ce moment du quinquennat. Thierry Pêche. Il ne faut pas être trop naïf non plus, Monique. C'est-à-dire que dans les termes de l'échange, il y a 3 économistes et un chef de l'État. Le chef de l'État demande une note. Cette note est rédigée et elle se retrouve dans la presse. Soit il y a des économistes qui ont décidé de donner cette note, soit le chef de l'État l'a donnée. Il y a pas, ou alors le monde a des secrets. Quelle est votre hypothèse? Non, je n'ai aucune hypothèse, et là je me garderai bien. Mais je ne vous crois pas. On ne vit pas dans un monde d'anges, quoi. Donc voilà. Sur le fond, pour finir, peut le regretter. Non, mais sur le fond, pour finir sur cette partie-là, il est vrai que cette note sort au moment où l'on sait qu'il va y avoir la discussion sur les aides sociales dont nous parlions dimanche dernier dans cette émission, la nécessité d'un rééquilibrage social de ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Le temps en est venu aujourd'hui. Oui, mais, pardon, Émilie, je pense qu'il y a dans votre question un malentendu. Il ne s'agit pas d'un rééquilibrage. Il s'agit de savoir comment on honore un engagement d'émancipation qui traversait le programme d'Emmanuel Macron. Le mot qui compte, c'est émancipation. Et je rejoins pleinement les présupposés sociolibéraux qu'a exprimé Monique. Ce qui importe, c'est la liberté de ceux qui ont peu. Et le véritable socialisme disait, vous le citeriez mieux que moi... C'est la liberté qui arrive dans la vie des gens les plus pauvres. Voilà, Rosselli. Carlo Rosselli, militant antifasciste italien, assassiné en 1937. Qui est une règle de conduite, une profession de foi, je crois, sous-jacente à ce programme. La question n'est pas de rééquilibrer. La question est de savoir comment mettre la société en mouvement pour y créer de l'émancipation. Et je veux dire un mot très simple là-dessus. Ce qui a été fait par ce gouvernement, on pourrait dire que ce gouvernement a cherché sa monnaie à la lumière du réverbère. Il a cherché là où il savait faire.
avec les méthodes qu'il pouvait utiliser, l'État, les décrets, les ordonnances, la machine, si vous voulez. Et ça, avec ça, on peut faire des réformes structurelles qui ont été faites. Certaines d'entre elles devaient l'être, et j'ai pas de problème avec ça. Mais la partie émancipation, elle suppose une autre méthode. Vous la faites pas avec des décrets et des lois. Vous la faites avec les gens. Quand vous dites le rapport Borloo dans les banlieues, c'est pas bien parce que c'est top-down. Je veux du bottom-up. Avec qui ? Avec qui on travaille demain ? C'est ça la question qui se pose. Comment on met les gens sur la scène avec la politique ? C'est ça la grande question. Donc c'est pas un rééquilibrage, c'est la transformation. Ce vocabulaire, moi, me va bien. Ok. C'est un retour à la promesse originelle du macronisme. Il faut de l'ingénierie méthodologique, pour le dire dans le vocabulaire technocratique, pour que ça parle aux administrateurs de Bercy. Il faut de l'imagination créative, pour le dire dans un vocabulaire plus commun. Quand la note rappelle les classes de CP dédoublées, les emplois francs, la formation professionnelle et l'apprentissage, pour dire quand même qu'en la matière quelque chose a été fait, c'est pour souligner que c'est indigent ou que c'est ça la voie à suivre. Et ce sera la dernière réponse sur cette partie. Oui, mais la question se pose de l'origine de ces réformes. La classe de CP, le doublement le doublement des classes de CP. On a déjà eu un débat là-dessus, me semble-t-il. Oui. Moi, je n'y étais pas favorable. J'étais plutôt favorable, ça m'est arrivé rarement, avec la proposition de François Hollande, de doubler plutôt le nombre de professeurs dans les classes. Parce qu'il y a des activités, lorsque le professeur lit une histoire aux élèves, par exemple, ils n'ont pas besoin de dédoubler. En revanche, dans une classe, que le professeur soit là, le deuxième professeur soit là pour aider l'enfant qui commence à perdre pied, c'est beaucoup plus efficace. D'autant que pour doubler les classes de CP, il faut doubler les salles, et pour l'instant, ça n'a pas vraiment été fait. Non, mais j'insiste sur ce point, parce qu'au fond, on a des réformes qui arrivent comme ça, qui sont très bien emballées, qui sont présentées comme une rupture, la modernité, mais qui ne s'appuient pas sur la légitimité de la recherche des scientifiques, qui ne s'appuient pas sur l'expérimentation, dont la légitimité reste en question. Elle risque de changer notre pays, de changer concrètement notre vie, et qu'est-ce qui les fonde ? Merci beaucoup, Monique Cotte-Sperber. On va maintenant en venir à ce qui a fait l'actualité cette semaine de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. À la police de la pensée, gare à l'idéal de la Pravda et au ministère de la Vérité façon 1984. Voilà ce qu'on avait pu entendre cette semaine à l'Assemblée à l'occasion de l'examen de 2 textes portant sur la lutte contre la manipulation de l'information pendant les périodes électorales, textes permettant une nouvelle procédure en référé sous 2 jours pour suspendre la diffusion d'un fake. Des textes de loi qui venaient après 2 élections complètement folles, l'élection américaine où l'on avait suspecté des trolls russes d'avoir ruiné la campagne d'Hillary Clinton et boosté celle de Donald Trump, et l'élection française où le candidat Macron avait eu droit à une rumeur venue de l'extrême droite sur un compte offshore aux Bahamas, une autre venue du site russe Sputnik qui le disait financé par le lobby gay, dans la foulée des insinuations sur sa liaison avec l'ancien président de Radio France. Bref, il y avait bien un problème, celui de la calomnie en période électorale, pas tout à fait nouveau, puisque Quintus Cicéron l'évoquait déjà il y a 2000 ans, mais aggravé par ces nouveaux relais d'information, Facebook, Twitter, ce nouveau monde numérique qui se jouait des lois et surtout des frontières, où l'on se moquait de savoir ce qui était vrai et ce qui était faux, puisque seuls comptaient les likes et les retweets. Il y avait bien un problème, mais il n'y avait pas le remède, la crainte d'ailleurs étant que celui-ci n'existât pas, et que la future loi française soit davantage inapplicable que dangereuse pour la liberté d'expression. Car restait à savoir dans ce monde-là s'il se trouvait encore une autorité supérieure capable de dissocier le vrai du faux, d'être capable de démontrer, et tâche beaucoup plus ardue, de convaincre. Si vous voulez interdire ceux qui, de l'extérieur, répandent des fausses nouvelles ou qui s'expriment par des canaux qui appartiennent à des gouvernements étrangers, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Il va falloir surveiller matin, midi et soir la BBC. Il va falloir surveiller tous les jours Al Jazeera. Et peut-être que les autres vont se mettre à surveiller France 24, dans le cas où France 24 ferait de la diffusion d'une information qui serait tournée du point de vue de l'intérêt des Français. Et il pourrait alors citer le président Chirac lui-même, parce que, en créant France 24, lui, il ne cachait pas l'intention. Il est indispensable qu'un grand pays comme la France puisse avoir un regard sur le monde et diffuser ce regard, diffuser le regard des Français sur le monde, naturellement conforme à notre tradition. Voilà. Tout le monde fait ça. C'était Jean-Luc Mélenchon dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale cette semaine, très en verve, vous l'avez entendu. Thierry Pech, est-ce que dans cette affaire de projet de loi sur les fake news, est-ce qu'on a à faire un débat sur la censure ou un débat sur quelles armes dans cette nouvelle ère de la post-vérité ? Non, je pense qu'on a affaire à une situation tout à fait nouvelle.
avant de parler du projet de loi et des façons de répondre à cette situation, on va tâtonner pendant des années pour trouver la solution au problème qui nous est posé. C'est quoi la question ? C'est pas les fake news seulement, c'est l'industrialisation numérique des campagnes politiques. Voilà. Bon, le numérique, la révolution numérique a pris possession d'une grande partie de la scène politique. Et donc vous avez le problème des fake news, mais vous avez le problème des piratages, vous avez le problème des achats de faux comptes Twitter, vous avez toutes sortes de problèmes. Bon. Et ce qui est nouveau, c'est pas qu'il y ait des mensonges dans l'espace public. Jamais la liberté d'expression n'a interdit le mensonge. Notre droit interdit la diffamation, l'injure, mais on a le droit de mentir. Le problème, c'est que le mensonge a pris une puissance absolument affolante du fait de la vitesse de propagation et de la puissance de propagation des informations. Je donne cet exemple parce qu'il est à la fois drôle et tragique et les fake news ont quand même pas mal marqué la campagne américaine récente. La rumeur a commencé à circuler pendant cette campagne que le pape avait exprimé son accord avec Donald Trump. Le pape Rome vote Trump, quoi. C'était ça la rumeur. La rumeur a été partagée 870 000 fois sur Facebook. Et les décodeurs qui se sont emparés de la chose pour dire non, c'est pas vrai, eux, leurs messages ont été partagés 33 000 fois. Voilà à quoi on a affaire. Donc, il y a une industrialisation de la politique par des technologies numériques qui nous pose plein de problèmes. Par exemple, le targeting des électeurs. Le ciblage, bon. Oui, c'est un monde qui parle anglais. Vous dites, par exemple, l'électeur qui m'intéresse, c'est pas celui qui pense radicalement le contraire de ce que je pense, c'est celui qui hésite. C'est lui que je vais aller chercher. Les technologies de ciblage numérique sont très efficaces. Donc elles vous disent, voilà, il faut aller dans tel quartier faire du porte-à-porte et rencontrer les gens. C'est pas la peine de perdre votre temps un peu plus loin. Ils sont tous de l'opinion contraire. Ou c'est même pas la peine de perdre votre temps, et ça c'est beaucoup plus grave, de l'autre côté, parce qu'eux, ils votent pas. Et vous vous rendez compte, plus le ciblage est précis, moins on s'intéresse à ceux qui ne votent pas. Ouais. Bon, donc c'est tout ça qu'il faut résoudre. Et donc cette loi, c'est très compliqué de légiférer là-dessus. Mais il y a de bonnes choses quand même dans le texte de loi, sur les systèmes de notification, etc. On se concentre sur la définition d'une fausse information, c'est évidemment très difficile, mais tout le reste ne manque pas d'intérêt. Qu'est-ce qui vous inquiète ou vous intéresse le plus dans cette affaire Wajdi Mouawad ? C'est l'industrialisation du mensonge, comme dit Thierry Pech, ou c'est ce que suscite, ce que déclenche comme débat ce projet de loi cette semaine à l'Assemblée ? Deux choses. Je dirais que d'abord, je trouve tout à fait étrange que ceux qui vont s'ingénuer à essayer de trouver cette loi, ce sont pour la plupart les premiers qui utilisent ce moyen lorsque eux-mêmes sont engagés dans un combat quel qu'il soit. C'est-à-dire que donc j'ai hâte de voir comment, d'une certaine façon, ils vont arriver à émettre une loi qui vont passer leur temps, enfin pour beaucoup, les partis politiques vont utiliser ce moyen très très puissant. C'est tellement puissant. Parce qu'au fond, et c'est là où j'en viens, la question que ça nous pose, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on est intéressé par la vérité ? Au fond, la vérité ne nous intéresse pas du tout. On n'est pas intéressé par la vérité. On est de moins en moins intéressé par la vérité. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'instant de la révélation. Et que cette révélation, l'effet que la révélation a sur nous. Ça nous intéresse. C'est le like et le retweet plus que le vrai ou le faux. Oui, alors je ne sais pas comment c'est, parce que moi j'ai ni l'un ni l'autre, je ne les utilise pas, donc je ne sais pas comment mais je sais que la révélation, apprendre que le pape vote Trump, apprendre que Trump a couché avec machin, que ce soit vrai ou pas, que ce soit juste ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on ressent au moment où on l'apprend. Alors qu'après, on nous apprenne que finalement, ce qu'on a ressenti au moment où on l'a appris, cette petite jouissance qu'on a ressentie au moment de la révélation, que ce moment de miracle, parce que c'est un miracle, hein, la Vierge vous apparaît, c'est un miracle. Eh bien, la nouvelle qui vous apparaît, c'est la Vierge qui apparaît. Donc c'est un miracle. Et que c'était pas un miracle, il y avait un magicien derrière ça, c'était un effet vidéo. C'est évidemment beaucoup, beaucoup moins intéressant. Ouais. Et c'est ça, moi, que je trouve véritablement D'ailleurs, les neurosciences dangereux. ont analysé la jouissance que procure chez nous le fait d'allumer notre portable et de voir qu'on a tant de notifications, par exemple, sur un compte Twitter. Monique Cantos-Perber. Je trouve que cette remarque est extrêmement profonde. Elle touche au cœur du problème et elle montre de manière claire l'inefficacité programmée de cette nouvelle loi, quelle qu'elle soit. Parce que, d'une certaine façon, l'émotion ressentie à entendre quelque chose de surprenant
n'est pas une fausse nouvelle, ni le contenu du message transmis, ni la réaction ne font partie d'une fausse nouvelle. La fausse nouvelle commence au moment où elle est diffusée. Or, tout l'appareil législatif que nous avons, qui est hérité de l'histoire de la limitation de la liberté d'expression, est censé toucher le moment de l'émission. C'est-à-dire l'origine qui est soit insaisissable, soit se perd parfois en insinuation, en suggestion, en émotion, et impossible à localiser. C'est pourquoi cette loi est pour moi comme une sorte de coup de massue asséné par un aveugle pour essayer de tuer un virus microscopique et extrêmement nocif. Elle tombera toujours à côté, et puis elle aura l'effet malheureusement de légitimer ce qui n'a pas été touché par défaut. Alors il y a déjà quand même une loi contre les fausses nouvelles et qui est très efficace. D'ailleurs on se demande pourquoi il en faut une autre. Elle date de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et elle critique les fausses nouvelles, mais quand elles peuvent entraîner des diffamations, tout à fait, mais elle pénalise les canulars et surtout elle pénalise les fausses nouvelles. Thierry Pech n'est pas d'accord avec vous. Il y avait besoin d'un nouveau texte. Oui, parce que c'est... Attendez, je peux peut-être terminer mon argumentation. Allez-y, bien sûr. Et surtout les fausses nouvelles financières. Depuis la création de l'AMF, il y a un organe qui permet, qui s'appuie sur la loi telle qu'elle existe, et c'est un organe de détection des fausses nouvelles, parce qu'en matière financière, une fausse nouvelle sur l'état d'une entreprise peut avoir des effets vraiment totalement délétères. Alors évidemment, c'est pas l'ampleur des campagnes numériques en période électorale, mais c'est quand même très, très important. Donc, d'une part, parce qu'il est difficile de définir ce qu'est une fausse nouvelle, le moment de sa première formulation, son contenu conceptuel, propositionnel, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'une fausse nouvelle, ça peut être une insinuation, ça peut être une photographie, ça peut être une suggestion. Aucun contenu de sens n'est responsable des associations mentales des personnes qui les reçoivent. Donc cette loi, d'une certaine manière, n'arrive même pas à cibler ce qu'elle veut neutraliser. Mais si vous me permettez une réflexion de fond sur la question des libertés d'expression, et quant à moi, en tant que libéral, je suis évidemment opposée à toute pénalisation des propos, je suis quand même frappée par le fait que toute la conceptualisation et les méthodes de répression, de limitation de la liberté d'expression, dont certaines sont tout à fait légitimes, ont été conçues au moment où la société luttait contre le pouvoir d'État. La liberté d'expression, c'était essentiellement la liberté de critiquer l'État. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. Les problèmes posés par la liberté d'expression sont des problèmes que pose la société. Et on demande à l'État de limiter la liberté d'expression pour protéger la société contre elle-même. C'est un retournement tout à fait étonnant, mais qui n'a entraîné aucune modification conceptuelle dans la manière de concevoir le problème et éventuellement d'y remédier. Alors pour ce qui me concerne, je suis sur la position... une position d'autorégulation, de contraintes, de toutes sortes d'outils qui peuvent être utilisés par la société, l'État pouvant éventuellement faciliter l'expression de ces formes d'organisation afin de lutter énergiquement contre cette propagation de la fausseté. Alors Thierry Pech, vous écoutez attentivement, mais lui pense qu'il faut un nouveau texte. Non, le texte de 1881, il est très bien pour les temps calmes et pour la presse physique. Le problème, c'est que maintenant, on a des stratégies de manipulation à grande échelle dans des contextes électoraux. Et la question, c'est la sincérité du scrutin. C'est ça. Le juge constitutionnel et le juge électoral seront désormais gardiens de la sincérité du scrutin. On a des raisons de penser que la liberté de conscience, dans ces moments décisifs, est une fleur fragile, que face à des technologies de manipulation de masse, des gens ne sont pas spontanément libres, ils sont affectés par toutes sortes de... Mais... Je vous en prie, moi je n'ai pas de problème à être interrompu. Mais là je suis en accord total. Alors formidable. Donc il faut dans ces moments-là, et la loi cadre les choses de façon à ne concerner que ces moments-là, avoir des garde-fous nouveaux et un droit électoral moins relativiste. Je vous signale que les problèmes de sincérité du scrutin, etc., ne sont évalués qu'à la lumière de la capacité qu'ont les fausses nouvelles à affecter le scrutin. Donc on le sait après. Mais après, c'est trop tard. Et on ne va jamais dire, pour un scrutin national de première grandeur, qu'on refait l'élection. Parce que, donc, il faut un droit moins relativiste. C'est très compliqué. Je ne suis pas sûr que la loi présente soit une bonne réponse. Encore qu'en dehors de l'article fake news, le reste me paraisse très raisonnable et très souhaitable. Mais le texte de 1880 ne répond pas à ça.
C'est une question de moyens, ouais. la Alors, loi c'est- ou ouais. un autre En moyen tout- qui soit plus lié à l'auto-organisation et la capacité de riposte sociale. Mais la loi une question de présente, moyens. pardon Sylvie, la loi présente propose beaucoup d'autorégulation sur les plateformes. Alors en tout cas, tout le monde tâtonne Sylvie Kaufmann, puisqu'on J'ai- sait que j'ai l'Allemagne sous les aussi, yeux l'article 27 de la loi de 1881 qui est très bien fait. Il dispose que la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende, etc. Alors il manque deux choses peut-être. C'est le caractère massif de la diffusion, qui effectivement est le produit du numérique, et puis la sincérité du scrutin, susceptible d'altérer la sincérité du scrutin. Mais pour le reste, donc cette période électorale, mais pour le reste, elle est cette loi est d'une actualité extraordinaire. Moi, je crois que cette proposition de loi est tout sauf indispensable. Et il y a, je suis d'accord, en dehors de la partie sur les fausses informations ou fake news, une disposition que je trouve intéressante, qui est celle qui cherche à imposer aux réseaux sociaux une obligation de transparence sur les contenus à connotation politique. Ça, je crois que c'est important, et il faut arriver à trouver un moyen. Il faut trouver un moyen de gérer ça avec les entreprises qui possèdent ces réseaux sociaux. Et puis, je me demande si quelquefois on voit pas aussi, on prend les choses par le mauvais côté. C'est-à-dire que, pour répondre à ce que disait Wajdi tout à l'heure, cette jouissance d'une information, on peut l'aborder avec de l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est peut-être ça aussi. Alors, c'est surtout pas à l'État de s'en occuper, mais c'est une responsabilité de tous. Et Donc c'est ce que fait par exemple votre journal, d'aller dans les collèges, dans des lycées, ce que font et d'autres puis, médias, d'autres je crois que enseignants. par ailleurs, beaucoup de rédactions, y compris la vôtre, celle-ci, France Culture, ont mis en place des mécanismes de vérification de l'information. Bon, ça n'est jamais... Décodeur est un métier d'avenir. Voilà, ça n'est jamais ça ne peut pas être totalement réussi, mais il faut le faire. Et ça nous rappelle une chose, c'est que la vérification de la véracité de l'information, c'est le rôle des journalistes et non pas de l'État. Mais je crois que quand on lit que le pape a demandé de voter Trump, si on n'a pas d'esprit critique, effectivement, on le prend comme argent comptant. Merci beaucoup. Conseil de lecture pour terminer, comme toujours, cette émission. Ironie de l'histoire, cette semaine, les députés parlaient du fake news, et au même moment, on pouvait se procurer dans toutes les bonnes librairies une nouvelle traduction du roman de George Orwell, 1984. Nouvelle traduction qui a été beaucoup commentée, signée Joseph Camoun, grande traductrice de Philippe Roth notamment, qui a fait notamment le choix de traduire au présent ce texte qui jusque-là était au passé. Vous vouliez aussi en parler, Sylvie Kaufmann. Je voulais recommander parce que non, mais c'était très bien. On est plusieurs à le faire, c'est formidable. Parce que je trouve que ce livre est régulièrement d'une actualité extraordinaire, et en avoir une nouvelle traduction qui visiblement est très étonnante, adaptée à nos temps modernes est une très bonne initiative. Chose. D'autres conseils de lecture autour de cette table? Thierry Pêche. Puisqu'on parle d'Orwell, on parle toujours de 84, il y a aussi beaucoup d'autres livres d'Orwell. Le texte sur la Catalogne, mais aussi le quai de Wigan. C'est peut-être le moment de le relire. C'était intéressant, ça a inspiré d'autres quais. Le quai de Ouistreham s'en rapproche pas mal. Et il y avait dans cette littérature orwellienne un procès de la machine, des mécanismes, et aujourd'hui peut-être il dirait des algorithmes qui résonnent avec notre temps présent. Merci beaucoup à tous les quatre, et j'en profite pour préciser que lundi matin dans la matinale, Guillaume Erner recevra Romain Badoir, auteur de Désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs et propagande chez FIP Éditions. Le conseil de Monique Cantos-Perver, rapidement car on est très en retard. Le grec est une langue géniale. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre d'une jeune professeure italienne, Andrea Marcolongo, qui montre à quel point, en se servant du grec, on peut dire, on acquiert la sagesse de la complexité humaine et de la psychologie. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Clément Daté et Sophia de Merfou qui étaient à la technique aujourd'hui, à Céline Leclerc qui a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée. Tout de suite, on retrouve Alain Krugère qui déjeune avec Mohamed El Khaldi, chef syrien et ambassadeur du Refugee Food Festival. À la semaine prochaine.